Valérie Batting, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Sapiendo Retraite. On va parler avec vous de ce sujet au cœur de l'actualité pour les Français. Et puis pour les prochains mois, prochaines années, on aura forcément beaucoup de sujets là-dessus. Comment vous avez apprécié, vous, le rapport Delevoye, qui a fait déjà l'objet de beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il est en rupture par rapport à ce qu'on connaissait en France? Oui, c'est-à-dire le rapport Delevoye émet les grands principes du futur régime de retraite universelle, qui est l'ambition du président Macron, et il est effectivement en grande rupture avec le système actuel. Le système actuel, c'est 42 régimes de retraite, tous très différents. Et l'ambition, c'est un seul régime de retraite, qui est un régime à points. Et donc le rapport Delevoye a édicté les grands principes qui devraient gouverner ce futur régime. Donc, le premier des grands principes, c'est évidemment un seul régime au lieu des 42, donc une convergence à terme des 42, c'est ça qui sera très compliqué. Deuxième grand principe, c'est un régime à points. C'est-à-dire chaque année cotisée donnera lieu à des points qui auront une valeur. Voilà. Et donc ça, c'est très différent de certains de nos régimes actuels. Donc on a trois grands types de régimes, de philosophie de calcul. On a déjà les régimes à points, qui existent c'est les complémentaires des travailleurs salariés, et les complémentaires des travailleurs non salariés. Mais il y a aussi d'autres régimes qu'il faudra faire converger. C'est le régime général de la sécurité sociale, qui est basé sur une moyenne des 25 meilleures années, donc différent d'un système à points. Et surtout, il y a tout le système du secteur public, qui lui n'est pas basé sur une acquisition de points par année, mais qui est basé sur les rémunérations des 6 derniers mois d'activité. Donc pour eux, c'est vraiment une révolution dans la philosophie même de calcul. Est-ce qu'on peut enlever déjà certaines personnes, c'est-à-dire qui ne seront pas concernées par la réforme, pour les rassurer peut-être, pour ceux qui, voilà, quels vont être de l'autre côté ceux qui vont être concernés? À partir de quand on est concerné par ce qui va arriver? Donc on sera concerné seront concernées les générations nées à partir de 1963 qui partiront en retraite à partir de 2025. Ça c'est, je veux dire, au mieux. Il est probable, c'est déjà écrit dans le rapport Delevoye, que cette période de transition soit même décalée. Voilà. Mais les premiers concernés seraient les générations nées en 1963, mais ça peut être encore décalé. Alors, il y a eu bien sûr le sujet de l'âge pivot. On a parlé de 64 ans, on était sur un âge à 62. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur cet âge pivot. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, l'âge pivot a fait couler beaucoup d'encre. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut partir à la retraite, est inchangé. Il reste à 62 ans. Donc, ça, c'est inchangé. En revanche, a été instauré un nouveau mécanisme de à quel âge je peux partir sans décote. À l'heure actuelle, je peux partir sans décote si j'ai atteint mon âge légal et si j'ai acquis un certain nombre de trimestres, ce nombre de trimestres dépendant de la date de naissance. Là, ce sera un système différent puisqu'il n'y a plus de trimestres dans ce futur régime universel, ça c'est très important. Il n'y a plus de trimestres et donc le seul paramètre de je peux partir sans décote, ce sera l'âge. C'est ce fameux âge pivot qui est de 64 ans. Donc évidemment, c'est différent. C'est simple, mais différent. Donc, par rapport à ce mécanisme, il y a des gagnants et il y a des perdants. Voilà. Alors, il y a eu aussi dans ce débat forcément le président de la République qui avait lancé cette réforme et qui a, lui, parlé à nouveau de durée finalement de ce nombre d'années effectivement de travail. Donc, on est un petit peu perdu. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport au débat? Voilà. Donc, il y a eu un revirement spectaculaire d'Emmanuel Macron. Le rapport Delevoye disait c'est ce fameux âge pivot, on part avant, on a une décote, on part après, on a une surcote, voilà. Mais cette simplification entraîne certains perdants. Les perdants, c'est qui? C'est ceux qui auraient pu partir avant ce fameux âge pivot de 64 ans, en ayant tout leur trimestre avec le système actuel. C'est-à-dire les personnes qui aujourd'hui pourraient partir à 62, 63 ans sans décote parce qu'ils ont validé tout leur trimestre, devront attendre 64 ans pour partir sans décote. Donc ce sont eux les perdants, voilà. Alors, c'est qui dans la vraie vie? C'est des gens qui ont commencé à travailler jeunes, à 20 ans, et qui à 62, 63 ans ont déjà tout leur trimestre, c'est-à-dire 42, 43 ans de cotisation. Donc eux, on leur dirait, il faut travailler un an de plus. Voilà. Donc ils sont perdants, c'est sûr, si on calcule le nombre d'années de travail. Après, si on travaille un an de plus, on gagne toujours un peu plus à la retraite que si on s'arrête plus tôt. Mais si on regarde que l'âge, ils devront travailler un peu plus.
Voilà, donc le débat, on va dire, est remis, voilà, il y a un peu plus de discussion sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut avoir une certaine confiance, et le Premier ministre a essayé de le dire, mais sur ce sujet retraite, parce qu'on a l'impression que c'est assez binaire, les raisons sont assez binaires, oui ou non, les régimes spéciaux, on en reparlera après, mais on a un peu de mal à raisonner tranquillement sur ce sujet. Voilà. C'est un sujet sensible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un système par répartition, la confiance est impérative, puisque ceux qui paient aujourd'hui les cotisations ne bénéficient pas aujourd'hui des prestations, mais en bénéficieront quand même, seront à la retraite dans des dizaines d'années. Donc pour qu'ils paient sereinement et qu'ils aient confiance, il faut que le système soit pérenne et équitable. Donc la confiance est clé, et ça le Premier ministre a eu raison de le rappeler. Mais pour que la confiance soit instaurée et même améliorée dans le système, il faut que les règles soient simples. Aujourd'hui, le système est tellement complexe qu'il manque de lisibilité. Et donc, c'est bien une des raisons pour laquelle ils veulent instaurer un seul régime unique, c'est pour instaurer plus de lisibilité et donc plus de confiance. Et surtout, le système est très inéquitable parce qu'il y a des situations au niveau de la retraite fondamentalement différentes. Donc, il faut un système unique, le même pour tous. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer aux Français qui nous écoutent, finalement, quand on paye aujourd'hui des cotisations, on paye pour qui? Bon, quand on travaille, voilà, en prenant quelqu'un qui est en pleine, qui a 40 ans, qui est en train de travailler, il paye pour qui finalement? Alors, il paye pour les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc le système de la répartition en France, c'est énorme, c'est plus de 330 milliards d'euros échangés tous les ans. Échangés entre qui? Entre ceux qui payent les cotisations et ceux qui reçoivent les prestations sous forme de pension de vieillesse. Voilà. Mais aujourd'hui, on reste à l'intérieur de chacun des régimes. C'est-à-dire, si je suis salarié, je paie mes cotisations qui vont servir à payer la retraite des salariés du même secteur. Voilà. Alors, il y a bien sûr le sujet des régimes spéciaux. On a vu certaines professions commencer effectivement à revendiquer, à dire on n'a pas envie d'être dans ce régime unique. C'est là où ça va être le plus compliqué, à essayer d'harmoniser, de faire rentrer tout le monde dans le système unique. C'est sûr. Donc les professions libérales, c'est une mosaïque de 12 ou 13 systèmes différents, gérés par profession, donc des populations qui se ressemblent parce qu'elles font les mêmes études, parce qu'elles ont qui se ressemblent beaucoup. Et donc on va leur dire, vos spécificités, en fait, c'est plus le sujet, vous allez être fondus dans le régime unique. Donc évidemment, il y a des objections, ça c'est naturel. Donc il faut regarder de près, mais ils sont quand même dans un système à points déjà. Donc un système qu'ils peuvent comprendre, les paramètres sont différents, de combien je cotise, combien rapporte le point, voilà. Et il faut bien se rendre compte que les paramètres, in fine, ce sera des paramètres financiers, c'est-à-dire combien je cotise, combien je perçois à la fin. Il y a deux paramètres clés, c'est combien je cotise par rapport à mon revenu et que me rapportent ces cotisations. Tout le monde, in fine, va faire ces calculs-là, et donc c'est là où il faut être très très clair. Voilà. Ça, c'est pour des professions libérales qui ont déjà un système à points. Donc qui sera différent dans le système universel, mais qui aura quand même la même philosophie. Bon. Mais la tâche sera encore plus difficile pour les régimes qui n'ont pas encore un système à points, qui sont tous les régimes de fonctionnaires et des régimes spéciaux, qui eux sont basés sur la rémunération des 6 derniers mois. Donc là, on est complètement dans un univers différent. Et donc là, ça va être très très difficile. Et d'ailleurs, on n'a pas encore vraiment les règles de convergence. Le mot de la fin, dans les années 50, les financiers qui suivent ce débat, parce qu'ils vendent des produits financiers, donc ils ont cette connaissance-là, disaient que finalement on avait 7 années de retraite, donc c'était effectivement forcément peu. Aujourd'hui on parle de 20 ans, plus de 20 ans de retraite, donc ça veut dire aussi que on ne peut pas, attendre la retraite pour la préparer. Il faut se préparer à ces 20 années futures. C'est un bouleversement évidemment sociologique, puisque aujourd'hui la retraite, on la prend en moyenne à 62 ans. On vit en moyenne jusqu'à 85 ans, donc on la touche 23 ans. Voilà. Donc il y a un bouleversement qu'il faut adapter les paramètres. On a déjà beaucoup augmenté les cotisations par rapport à il y a 30-40 ans. Donc il faut adapter aussi le niveau de pension, il faut peut-être adapter l'âge. Voilà, c'est dû à des bouleversements réels de la société et de l'espérance de vie. Ça, il faut l'expliquer. C'est ça le débat public. Il faut expliquer la différence et voir. Donc c'est pas très bon pour la retraite, puisque c'est très bien pour nous puisqu'on vit plus longtemps, mais pour le financement des retraites, c'est plus difficile. Il faut être très clair et dire voilà, il y a un sujet, comment on fait, qui le finance. Voilà. Merci Valérie Vatting d'avoir été avec nous. Je vous en prie.